Ma fille a passé 3 semaines à organiser la fête d'anniversaire de son cousin et j'ai payé $2300 pour cela. Puis nous avons découvert qu'elle n'était même pas invitée parce qu'elle était en fauteuil roulant, alors nous n'y sommes pas allés. Nous venons d'envoyer ce cadeau. Lorsqu'ils l'ont ouvert, la moitié des invités sont partis car l'invitation n'est jamais arrivée. Pas un problème, pas un retard, pas perdu dans le spam. Tout le monde a reçu le sien, le gros email animé avec des animaux dansant et des tambours de la jungle, et vous êtes invités et clignotant comme si c'était les Oscars. Mon fils en a un. J'en ai un. Même mon ex-mari, qui ne s'est pas présenté à un événement familial depuis 2019, en a eu un. Mia ne l'a pas fait. Elle vérifiait sa boîte de réception comme si elle lui devait de l'argent toutes les heures avant l'école, après le dîner, assise dans la voiture chez Target. Elle jetait un coup d'œil à son téléphone, cliquait sur actualiser et attendait. Rien. Et à chaque fois, elle souriait un peu plus petit. Au début, je pensais que ma sœur avait peut-être simplement oublié d'inclure son adresse. Je veux dire, c'est crédible, non? Elle était cervelée, 3 enfants, un travail à temps plein, une énergie chronique dans le personnage principal. Cela arrive. Alors j'ai appelé juste pour vérifier. J'avais le téléphone sur haut-parleur. Mia était dans la cuisine avec moi, pliant des petites serviettes en papier en triangle pour la table de fête. Elle était si fière de son travail et disait qu'elle voulait que la fête ait l'air chic mais détendue. Ma sœur a décroché tout de suite. Et, dis-je, d'un ton décontracté, comme si ce n'était pas le moment qui briserait quelque chose en nous deux. Je pense que l'invitation de Mia n'a pas abouti, dis-je. Silence. Puis, ouais, alors Tyler a demandé si elle pouvait, tu sais, ne pas venir. Je pensais l'avoir mal entendu. Je suis désolé, quoi? Il veut que ce soit amusant, tu sais? Léger. Et avec la chaise et tout, ça pourrait être un peu trop. Un peu trop? Je n'ai pas dit un mot. Je viens de regarder Mia. Elle pliait toujours des serviettes, mais ses mains ne bougeaient plus. Ses yeux ne se levèrent pas. Elle regardait simplement la table comme si elle essayait de ne pas exister. J'ai raccroché. Je ne me faisais pas confiance pour garder ma voix ferme. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Juste le bourdonnement du lave-vaisselle et l'une de ces horribles chansons de fête sur le thème de la jungle diffusée par le haut-parleur Bluetooth. Puis Mia a dit, sans lever les yeux, il ne veut pas de moi là-bas. Pas une question, juste un fait. Ma poitrine me brûlait, mais je suis resté calme parce que j'ai appris que lorsque vous êtes maman et que votre enfant souffre, la dernière chose dont il a besoin est de vous voir vous effondrer. J'ai pris une inspiration. C'est un idiot, dis-je. Vous avez organisé la moitié de cette fête. Elle hocha la tête, déglutie, mais ne me regarda toujours pas, je pensais qu'ils avaient peut-être oublié, murmura-t-elle. Je ne pensais pas qu'ils aimeraient, me laisser de côté. Je ne savais pas quoi répondre à cela, non sans jurer, alors je n'ai rien dit. Quelques minutes plus tard, elle se leva et se dirigea vers sa chambre sans un mot. Elle ferma doucement la porte derrière elle. Cette douceur, c'est la partie qui m'a tué. Je suis resté dans la cuisine et j'ai regardé les serviettes qu'elle avait laissées derrière elle, de parfaits petits triangles pliés alignés en rangées comme de minuscules drapeaux blancs de capitulation. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti la feuille de calcul, celle dans laquelle je suivais tout ce que j'avais payé pour aider. Ma sœur m'avait traité de généreux et avait dit qu'elle ne savait pas comment elle s'en sortirait sans moi. $800 pour le dépôt du lieu, $300 pour le magicien, $450 pour les décorations et centres de table à thème, $200 pour les extras de restauration, $550 pour les cadeaux de fête, la livraison de ballons et les panneaux imprimés, $2300 au total. Et cela n'inclut même pas les courses nocturnes pour récupérer des fournitures ou les heures que Mia a passées à concevoir le tableau de bienvenue sur Canva. J'ai regardé les chiffres et j'ai pensé, ils ne l'ont pas simplement exclu. Ils l'ont laissé organiser la fête, puis l'ont enfermé dehors. Et je les ai laissés. Je suis resté assis avec ça pendant un moment, laissant la culpabilité s'installer. Je pensais que j'aidais. Je pensais qu'être favorable au oui était la bonne chose à faire, mais tout ce que j'avais fait, c'était financer la fête qui avait blessé mon enfant. Et c'est là que j'ai décidé, nous n'y allions pas. Pas l'un de nous. Ni Mia, ni son frère, ni moi. Mais nous envoyions quand même quelque chose. Le lendemain matin, je l'ai dit à Mia au petit déjeuner. Nous n'y allons pas, dis-je. Elle n'a pas eu l'air surprise, elle a simplement hoché la tête,
les yeux rivés sur ses céréales. Mais j'ai ajouté, nous envoyons un cadeau maintenant. Elle leva les yeux. Quel genre de cadeau? J'ai haussé les épaules. Un qu'ils n'oublieront pas. Elle haussa un sourcil. Comme un sac enflammé de crottes de chien. J'ai reniflé. Proche, mais non. Elle fit une pause. Vais-je avoir des ennuis à cause de ça? Certainement pas. Le feront-ils? J'espère. Elle m'a fait un petit vrai sourire pour la première fois depuis cet appel téléphonique. Je suis partante, dit-elle. Et juste comme ça, le brouillard s'est un peu dissipé. Nous n'avons rien dit d'autre. Nous venons juste de commencer à planifier. Je n'avais pas besoin de me venger. J'avais besoin de la vérité pour entrer dans cette fête, enveloppée dans un nœud papillon, et m'asseoir à côté du gâteau. Il voulait qu'elle se taise. Nous allions faire du bruit. Au moment où j'ai fini d'emballer le cadeau, je n'étais pas seulement fou de la fête. Ce n'est jamais qu'une seule chose. C'est le poids de chaque petite chose qui l'a précédé ou tous les moments que vous avez avalés, toutes les fois où vous l'avez laissé passer parce que c'est la famille, la règle tacite selon laquelle vous n'avez pas le droit de l'appeler comme ça. Mais maintenant, j'avais fini de faire semblant. Je n'ai pas toujours connu ma place dans la famille, mais ma sœur la savait. Elle a compris très tôt, comment pleurer juste assez pour rester innocente, comment briser des choses et être remerciée pour la leçon. J'étais l'enfant avec des pansements dans mon sac à dos et un emploi du temps à la main. J'ai été félicité pour ma maturité, ce qui signifiait vraiment, vous nécessitez peu d'entretien et vous êtes utile. À l'époque où nous étions adolescents, j'aidais à organiser les courses scolaires et les cadeaux d'anniversaire de dernière minute pour ses amis. Elle a oublié les anniversaires des gens, je m'en suis souvenu pour elle. Ma mère a dit que je donnais naturellement. Je ne l'étais pas. J'étais juste conditionné pour empêcher tout le monde de s'effondrer. Et quand les choses se sont effondrées, j'ai nettoyé le désordre. C'est comme ça que j'ai obtenu le rôle, le réparateur, l'assistant, le portefeuille. C'est drôle d'être responsable. Vous pensez que cela vient avec respect. Ce que cela implique réellement, ce sont des attentes et du silence. Parce qu'une fois que vous êtes considéré comme le plus fort, personne ne vérifie si vous allez bien. Il vous donne juste plus de poids. Je me souviens du jour où ma sœur a découvert qu'elle était enceinte de Tyler. Elle est arrivée à mon appartement en pleurant, du mascara sur le visage, sans plan, sans travail, aucune idée. Je l'ai tenue pendant 1 heure, je lui ai préparé du thé et je lui ai dit que tout irait bien. Ensuite, je l'ai laissée emménager sans loyer. Elle est restée 8 mois, n'a rien acheté, n'a rien cuisiné. Mais à la seconde où elle a déménagé et que son petit ami a repris ses esprits, elle a soudainement eu une toute nouvelle série de limites. Nous avons besoin d'espace maintenant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Bien sûr que je l'ai fait. Parce que c'est le travail. Avance rapide de 12 ans et nous y sommes. Mon enfant n'est pas invité à la fête qu'elle a aidé à organiser, et ma sœur ne cligne même pas des yeux. Il suffit de le jeter comme si c'était un détail, comme si la chaise était un problème logistique plutôt qu'une personne réelle. Mais ce qui m'a le plus vidé, ce n'est pas ce qu'elle a dit. C'était à quel point c'était familier. Parce que Mia a été exclue de cette famille depuis le jour où elle a commencé à avoir besoin d'une rampe. La première fois que cela s'est produit, c'était subtil, une photo de Noël il y a quelques années. Tout le monde sourit devant le sapin. La chaise de Mia ne correspondait pas à la photo, alors ils ont zoomé sur la moitié supérieure. Tout avait l'air bien, à moins que vous sachiez ce qui manquait. Je n'ai rien dit. C'était une photo. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis est venue la fête d'anniversaire avec un lieu uniquement extérieur, qui s'est avéré être constitué d'herbe et de gravier. Mia ne pouvait pas atteindre 10 pieds sans que ses roues coulent. Ma sœur m'a dit, nous n'y avons pas pensé. Désolée, a-t-elle dit comme si elle avait oublié les prévisions météorologiques, pas sa nièce. Je ne l'ai toujours pas dénoncé parce que l'évoquer aurait signifié admettre que c'était intentionnel. Et si vous admettez que votre famille est d'accord pour faire du mal à votre enfant, vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais je le sais maintenant, et je ne vais plus être du genre silencieux. Après avoir dit à Mia que nous ne participerions pas à la fête, les choses semblaient plus légères, pas faciles, juste moins lourdes. Elle n'a pas demandé quel était le cadeau. Je pense qu'elle voulait que ce soit une surprise, ou peut-être qu'elle voulait juste avoir le sentiment qu'elle pouvait me faire confiance pour m'en occuper. Son frère, quant à lui, était furieux comme seuls les petits frères peuvent l'être.
Ce sont tous des éboueurs, marmonna-t-il au dîner. J'espère que le gâteau tombera. Je ne l'ai pas corrigé. Il n'avait pas tort. J'espère que le magicien s'arrêtera au milieu d'un tour et dira à tout le monde le faux Père Noël. Trop loin, dit Mia, souriant enfin un peu. C'était un petit moment, mais c'était quelque chose. Cette nuit-là, j'ai réédité l'invitation. J'ai regardé la liste RSVP. Tout le monde allait être là, les tantes, les cousins, les amis de la famille, les gens qui connaissaient Mia depuis sa naissance. Aucun d'eux n'avait rien dit. Aucun d'entre eux n'a demandé pourquoi elle n'avait pas reçu d'invitation. Ils le savaient et restèrent silencieux. C'est l'autre chose qui m'a durement frappé. L'exclusion ne concernait pas seulement un enfant. C'était une décision de groupe, parler ou non. C'était convenu, et cela m'a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais parce que j'ai réalisé que nous étions seuls dans cette affaire. Pas seulement Mia et moi, mais toutes les personnes qui ont déjà été discrètement effacées ou laissées de côté de la liste, poussées au bord de la pièce pour ne pas gâcher l'ambiance. Ce n'était pas seulement une fête. C'était une ligne énulation. Peut-être qu'ils ont toujours été comme ça et que je n'étais tout simplement pas assez malade pour le voir. Un jour, en parcourant Reddit, je suis tombé sur un fil de discussion dans R Relations. Un gars a posté qu'il avait été coupé par ses parents après avoir fait son coming out. Les commentaires ont afflué aux certains en colère, d'autres solidaires, d'autres déchirants. Je me suis retrouvé à écrire, pas un message, juste un commentaire. Un petit. Parfois, ils ne sont pas ceux que nous espérions, et parfois, survivre signifie les laisser partir. J'ai obtenu 372 votes positifs. Des messages ont commencé à affluer ou des gens demandant conseil, partageant leur propre trahison, des parents disparus après le diagnostic de handicap de leur enfant, une femme dont la mère a vidé son compte d'épargne pendant qu'elle était en cure de désintoxication ou des gens qui auraient dû être protégés mais qui ne l'ont pas été. Cela m'a fait me sentir moins seul. Je n'avais jamais prévu de partager mon histoire complète, mais après un certain temps, je l'ai fait. J'ai posté de manière anonyme, modifié certains détails. Le message est devenu viral ou des milliers de commentaires, certains sympathiques, d'autres incrédules. Une personne a dit « Ta force est terrifiante ». Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Un jour, des mois après la publication, j'étais à la bibliothèque pour aider une femme d'une cinquantaine d'années à s'inscrire à un cours GED en ligne. Elle m'a regardé et m'a dit « Vous êtes bon dans ce domaine. Vous donnez aux gens le sentiment qu'ils peuvent faire des choses difficiles. » Cela est resté. J'ai parlé à Mav ce soir-là et je lui ai dit que je pensais réenseigner. Pas à temps plein, pas encore, mais peut-être du tutorat, peut-être des apprenants adultes. Fais-le, dit-elle sans même lever les yeux de son livre. Le monde a besoin de gens comme vous. Alors je l'ai fait. J'ai postulé pour devenir tuteur bénévole au centre communautaire local. Mon premier élève était une jeune fille de 19 ans nommée Na, qui essayait d'obtenir son diplôme d'études secondaires après avoir passé un an en famille d'accueil. Au début, elle était sceptique à mon égard, qui ne le serait pas? Mais après quelques semaines, elle a commencé à s'ouvrir. Tu as vécu des choses, dit-elle une fois, les yeux plissés. Je peux le dire. J'ai juste hoché la tête. Elle avait raison. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis la nuit où ils avaient éteint la lumière du porche, jusqu'à ce qu'un après-midi de février, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, juste une seule page tapée. Kellen, nous savons que tu as dit aux gens des choses qui n'étaient pas vraies. Nous vous avons donné tout ce que nous pouvions. Vous n'avez jamais été reconnaissant. Nous n'avions pas le choix. Tu devrais arrêter avant que ça ne devienne encore plus laid. Pas de signature, pas de chaleur, juste ça. Mav m'a trouvé le tenant devant le comptoir de la cuisine, les mains tremblantes. Ça va? Demanda-t-elle en posant un sac d'épicerie. Je lui ai remis la lettre. Elle l'a lue une fois, puis encore une fois, puis l'a soigneusement pliée et l'a jetée à la poubelle. Ignorez-le, dit-elle. Ils ne prennent plus de place dans votre tête. Mais ils l'ont quand même fait. Même maintenant, leurs ombres se glissaient dans mes pensées. Parfois, je pensais les avoir vus à l'épicerie ou entendre la voix de mon père à la radio. J'avais des flashs d'eux assis dans ma chambre d'hôpital, hochant la tête en silence pendant que je leur parlais des mises à jour du médecin et qu'ils faisaient semblant de s'en soucier. Mais faire semblant ne dure pas éternellement. Ce qui a duré, ce sont les gens qui sont restés, Mav, Jonah, un voisin nommé Wendell qui a pelleté notre promenade après chaque tempête de neige et m'a dit une fois, vous savez, vous n'êtes pas comme la plupart des jeunes.
Vous regardez les gens dans les yeux. J'ai essayé de continuer à faire ça, regarder les gens dans les yeux, être honnête, être présent, même quand ça faisait mal. Surtout alors. Ce n'est qu'au printemps que j'ai recommencé à dormir toute la nuit. Pas toujours, mais le plus souvent. J'ai arrêté de me réveiller dans cette panique froide et déchirante qui me hantait depuis mon retour devant cette porte cadenassée. Quelque chose à propos de l'odeur de l'herbe coupée, de la chaleur qui revient dans l'air, cela m'a rappelé que les choses pouvaient encore pousser, même après l'hiver, même après tout. Je construisais quelque chose tranquillement. Le tutorat est devenu plus qu'une simple affaire de bénévolat. Marsha, une coordinatrice du programme, a remarqué que j'avais le don d'entrer en contact avec les étudiants les plus coriaces, ceux qui avaient déjà renoncé à eux-mêmes. Elle m'a demandé si je voulais faire quelques heures rémunérées chaque semaine, aider à concevoir une partie du programme. J'ai dit oui avant qu'elle ait fini sa phrase. Ce n'était pas un travail glamour. Le centre était vieux et le chauffage tombait en panne un mardi sur 2. Mais c'était réel. Les gens sont arrivés avec rien d'autre qu'un rêve, sont repartis avec les outils nécessaires pour construire quelque chose de mieux. J'ai recommencé à attendre avec impatience le lundi matin. Et c'est là, dans une de ces salles de classe délabrées avec des plafonniers vacillants et des chaises grinçantes, que quelque chose en moi a changé. Pas d'un seul coup, pas comme un moment dramatique dans un film, juste une prise de conscience discrète. Je suis toujours là et je compte. C'est aussi simple que cela. C'est si puissant. Mais le traumatisme ne disparaît pas une fois que vous avez trouvé un but. De temps en temps, j'ouvrais mon téléphone et regardais les vieilles photos que je n'avais toujours pas supprimées. Ma mère dans la cuisine préparant de la purée de pommes de terre instantanée, mon père sur le porche avec une bière à la main et cette expression illisible qu'il avait toujours, nous trois à un match des Pirates quand j'avais 12 ans, moi souriant, le visage maquillé, mon père ayant déjà l'air de regretter d'y être allé. Ce n'étaient pas des monstres. C'était la partie la plus difficile. Ils étaient simplement creux, incapables de supporter le poids de quelqu'un d'autre que le leur. Et quand le mien est devenu trop lourd, ils l'ont laissé tomber. Je pense que c'est ce qui m'a le plus brisé, pas leur départ, mais le fait de réaliser qu'ils en étaient toujours capables. Je ne l'avais tout simplement pas vu. Mav m'a gardé les pieds sur terre. Nous avions un rythme tranquille dans nos journées. Elle arrosait ses plantes le matin et je préparais du café. Nous lisions le journal ensemble, parfois en silence. Elle n'a jamais pleuré, mais elle a tout remarqué. Un dimanche matin, nous étions tous les deux dehors, elle avec ses gants de jardinage, moi en train de dessiner quelque chose pour un plan de cours et elle a dit, totalement à l'improviste. Vous savez, votre mère a toujours pensé qu'elle était le centre de chaque pièce, mais elle ne savait pas comment rester lorsque les lumières baissaient. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de rester assis. Mav n'en parlait pas souvent, mais quand elle le faisait, ce n'était jamais cruel, juste honnête. Elle m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant, comment Marine avait quitté la maison à 17 ans et n'était revenue que pour récupérer sa boîte à bijoux, comment elle avait menti à propos de Mav à leur père sans jamais s'excuser, comment elle semblait toujours à un pied de la porte. Elle adorait l'idée d'être mère, a dit un jour Mav, mais elle n'aimait pas le fait que tu aies besoin d'elle. C'était une sorte de réconfort d'entendre cela, non pas parce que je voulais vilipender ma mère, mais parce que je voulais comprendre. La compréhension a fait en sorte que cela ressemble moins à un échec personnel. Pourtant, même avec le contexte, certaines blessures n'ont pas cicatrisé. Un soir après le cours, je me suis arrêté à l'épicerie pour récupérer quelques affaires. Alors que je tournais le rayon des surgelés, j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Kellen ? Je me suis retourné. C'était Jenna, une vieille amie du lycée. Nous n'étions pas très proches à l'époque, mais nous avions quelques cours ensemble, nous avions l'habitude de nous asseoir les uns à côté des autres lors des assemblées. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vu. « Oh mon Dieu », dit-elle. J'ai entendu ce qui s'est passé. À propos du cancer. À propos de tes parents. Je ne savais pas si c'était vrai. Je veux dire, j'ai lu quelque chose en ligne, quelqu'un a dit avoir vu ton message. J'ai fait un demi-sourire, essayant de ne pas me replier sur moi-même. Ouais, c'était vrai. Son visage s'adoucit. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas imaginer. Je veux dire, ta mère se vantait tout le temps de toi. Il a dit que tu allais devenir écrivain ou professeur ou quelque chose de grand. Cela piquait plus que cela n'aurait dû. Elle m'a donné son numéro avant que nous nous séparions, et m'a dit que si jamais je voulais prendre un café, elle adorerait me rattraper.
Je ne savais pas si je lui enverrais un jour un message, mais j'ai quand même enregistré le numéro. Non pas parce que je cherchais quelque chose, juste parce que ça faisait du bien d'être revu. Pas comme le gars que ses parents l'ont abandonné. Pas en tant que survivant du cancer. Juste qu'Hélène. Quelques semaines plus tard, j'ai enfin trouvé le courage d'envoyer un email à GoFundMe. Il ne s'agissait pas de rouvrir l'affaire, cette partie était close, l'argent avait disparu depuis longtemps, les dégâts étaient causés. Mais je voulais qu'il sache. Je voulais en parler à quelqu'un de officiel, même si rien n'en sortait. J'ai tout expliqué, j'ai joint une preuve. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais quelques jours plus tard, une personne nommée Rena de l'équipe de confiance et de sécurité m'a répondu par email. Elle s'est excusée abondamment, a déclaré qu'ils avaient signalé le compte de manière rétroactive et avaient mis à jour leur politique depuis lors. Elle termine le message par « Nous admirons votre force. S'il vous plaît, laissez-nous savoir si nous pouvons faire autre chose. » Ce message est resté dans ma boîte de réception pendant des jours. Je l'ai relu plus de fois que je ne veux l'admettre. Ce n'était pas vraiment de la justice, mais c'était une validation, et c'était plus important. Le temps a passé. J'ai reçu une offre à temps partiel pour enseigner un cours d'écriture créative au collège communautaire local. Rien d'extraordinaire, juste les mardis soirs dans une salle de classe qui sentait les marqueurs pour tableau blanc et le café rassis. Mais cela m'a permis de me sentir à nouveau moi-même, comme le Kellen qui avait des rêves avant les hôpitaux, la trahison et les notes collées sur les portes verrouillées. Je l'ai dit à Mav en rentrant à la maison. Vous ne vous contentez plus de survivre. Elle a dit, vous construisez. Elle avait raison. Pourtant, certains jours étaient plus durs que d'autres. J'ai gardé mes parents bloqués, mais je savais qu'ils pouvaient me trouver s'ils le voulaient vraiment. J'attendais toujours qu'un email apparaisse, un message surprise. Mais aucun n'est venu. Le silence peut être une arme, mais il peut aussi être un choix. Je le choisissais maintenant aussi. Ce n'était pas une vengeance que je recherchais. Pas vraiment. Avant, je pensais que ce serait, j'avais besoin qu'ils souffrent, que j'avais besoin qu'ils ressentent ce que c'était que d'être jetés comme des déchets sur le trottoir de leur nouvelle vie. Mais quelque part en cours de route, quelque part entre les séances de tutorat et les dimanches matins tranquilles et la façon dont Mav préparait toujours le thé sans me demander si je l'aimais parce qu'elle le savait déjà, j'ai réalisé ce que je voulais vraiment. Je voulais m'en libérer. Pourtant, la liberté signifie parfois régler les détails, surtout lorsqu'ils sont diffusés haut et fort en public, transformant des demi-vérités en récits qui font de vous le méchant de votre propre vie. Tout s'est mis en place lentement, presque par accident. Un de mes étudiants, Xavier, un enfant malin qui essayait d'obtenir son jet d'avant 20 ans, réalisait un projet final sur l'éducation aux médias. Un jour, il m'a apporté un diaporama intitulé Escroquerie et sympathie, comment les collecteurs de fonds en ligne s'énervent. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Il n'en avait aucune idée. Je lui ai demandé prudemment quelles étaient ses sources. Il haussa les épaules et dit qu'il avait trouvé un tas d'articles, quelques posts sur Reddit, et même une histoire de survivants anonymes sur un forum qui semblait bien trop réel pour être faux. Ce message du forum. Le mien. Et soudain, ça a cliqué. Peut-être que je ne pourrais pas remonter le temps. Peut-être que je ne pouvais pas faire en sorte que mes parents s'en soucient, ou leur rendre l'argent, ou défaire ce qu'ils avaient fait. Mais je pourrais les exposer. À mes conditions. Alors que les gens croient encore que tu le mérites, il m'a finalement envoyé un texto 3 jours plus tard. Il est allé trop loin. Nous aurions pu parler, mais maintenant c'est irréparable. J'espère que vous êtes heureux. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai répondu, vous n'avez pas invité ma fille à l'anniversaire de sa cousine à cause de son fauteuil roulant. Vous avez menti à ce sujet, puis vous avez essayé de la faire passer pour le problème. Nous ne sommes pas irréparables à cause de ce que j'ai fait. Nous sommes irréparables parce que j'ai finalement arrêté de prétendre que vous ne le pensiez pas. Je n'avais pas besoin d'entendre autre chose et je ne lui devais rien. Mais elle n'avait pas fini. Quelques jours plus tard, Mia rentrait de l'école avec le visage tendu et les yeux larmoyants. Tyler a dit aux gens que j'avais édité la vidéo pour lui donner une mauvaise image, dit-elle en laissant tomber son sac, et que j'ai piraté le courrier électronique de sa mère et supprimé mon invitation. Elle ne pleurait pas, elle était juste fatiguée ou le genre de fatigue que l'on ressent jusqu'aux os quand on fait trop d'efforts depuis trop longtemps. Je me suis assis avec elle. Est-ce que tu crois à tout ça? Elle secoua la tête. Non, mais ça craint quand même. C'est le cas, j'ai dit. Et je suis désolé. Elle hocha la tête.
Je pensais que ce serait peut-être fini. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas dit que ce serait le cas. Je viens de dire, les gens vous montrent qui ils sont, et maintenant nous le savons. Nous avons passé la soirée à préparer des brownies. Je l'ai laissé verser la pâte et lécher la cuillère, même si elle disait qu'elle était trop vieille pour ça. Elle sourit quand même. Une semaine plus tard, son conseiller scolaire m'a appelé. Apparemment, plusieurs enfants dont certains n'avaient pas non plus été invités à la fête avaient créé un petit club. Rien d'officiel, juste un groupe qui déjeune ensemble et s'assure que personne ne s'assoit seul. Ils l'ont appelé la table de Mia. Le conseiller a dit, elle ne l'a pas demandé, mais elle vient tous les jours. Elle est gentille. Elle écoute. Elle n'est pas seulement incluse, elle dirige. Je l'ai remerciée et j'ai pleuré dans ma voiture pendant 10 minutes avant de pouvoir rentrer chez moi. À la fin du mois, tout était calme. Ma sœur a arrêté de poster. Tyler gardait ses distances à l'école. Mes parents ont appelé une fois et ont laissé un message vocal disant « Nous détestons être au milieu. Vous ne pouvez pas trouver une solution ?» Je n'ai pas répondu parce qu'ils n'étaient pas au milieu. Ils étaient juste silencieux, et le silence est un côté. Je me suis tranquillement retiré de tout, plus de SMS de groupe, plus de planification de vacances, plus d'aide pour une chose de plus. J'ai même renvoyé la dernière facture de la fête au vendeur, je l'ai marquée annulée sur demande, et la laissé se débrouiller elle-même. C'était bien, pas vengeur, juste propre. Comme fermer un onglet qui déchargeait ma batterie depuis des années. Une nuit, Mia et moi nous sommes assis sur le porche, enveloppés dans des couvertures. Elle leva les yeux et dit, « Tu penses que ça en valait la peine ?» Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je savais. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Oui, j'ai dit. Parce que je ne vais pas t'apprendre à te rétrécir juste pour que les autres restent à l'aise. Elle hocha la tête. Je ne pense pas que je l'oublierai un jour. Tu n'es pas censé le faire, j'ai dit. Mais cela ne veut pas dire que tu le porteras pour toujours. Juste assez longtemps pour savoir ce que tu ne toléreras plus jamais. Elle n'a rien dit d'autre. Nous sommes restés assis là et avons laissé le calme s'installer. Ce week-end-là, elle a reçu une nouvelle invitation à une fête, un camarade de classe qu'elle connaissait à peine mais qui avait vu la vidéo. La note disait, « Tu étais la première personne que je voulais inviter. Tu sembles être le genre de personne qui améliore les choses rien qu'en étant là. » Mia l'a lu 2 fois, puis me l'a tendu comme si elle ne savait pas quoi en faire. « Allez, j'ai dit. » Elle l'a fait, et quand elle est rentrée à la maison, elle avait 2 nouveaux amis, un cupcake et des paillettes sur ses chaussures. Elle sourit en retirant le bracelet en papier qu'il donnait à tout le monde à la porte. Il disait, « Tous sont les bienvenus. » Elle l'a collé sur le miroir de sa chambre. Parfois, je me demande encore si je ne suis pas allé trop loin. Je veux dire, Tyler a 12 ans, un enfant. Et oui, les adultes ont fait les vrais choix, mais c'était quand même son anniversaire, et que s'est-il passé? Cela a tout gâché, le cadeau, la vidéo, le départ de la moitié des invités. C'est ce dont tout le monde se souvient maintenant, ni du gâteau, ni des jeux, ni des ballons de la jungle que j'ai payés. Et une partie de moi pense, peut-être que j'aurais dû gérer les choses différemment. Peut-être que j'aurais dû prendre la grande route, avoir une conversation tranquille, laisser tomber. Mais ensuite je pense à Mia, à quel point elle avait l'air petite lorsqu'elle réalisait qu'elle n'était pas invitée, à quel point elle essayait de sourire, combien de temps elle travaillait sur ses cadeaux, sans savoir qu'ils n'arriveraient même pas à table. Et je pense, si je n'avais rien fait, si j'étais resté silencieux, qu'est-ce que je lui apprendrais? Cette gentillesse signifie laisser les gens vous traiter comme si vous étiez jetable? Qu'être poli compte plus que d'être vu? Que sa place à table est toujours facultative. Je ne pouvais pas faire ça. Pas pour elle. Alors je me demande, suis-je allé trop loin? Je suis vraiment curieux, qu'aurais-tu fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a un peu marqué, n'hésitez pas et abonnez-vous.